Bonsoir à tous. Merci de venir assister à ce meet-up. Moi, je suis Nicolas Hahn, je suis tech lead chez BAM. Et BAM qui nous accueille ce soir, c'est une agence de développement mobile où il y a à peu près 120 collaborateurs. On a des développeurs, on a aussi des experts produits et des designers. On a travaillé sur plus de 150 projets et on est basé principalement à Paris. Et on a aussi un petit bureau à Nantes. BAM, ça fait partie du groupe M33 qui, pour le coup, fait environ 500 collaborateurs. Et BAM, c'est l'agence spécialisée mobile du groupe. Et on a d'autres agences spécialisées en data, en cloud, etc. BAM, c'est le spécialiste du React Native. Il y a beaucoup la plupart des applications sont développées en React Native. On a pas mal de collaborateurs qui contribuent activement à l'écosystème React Native. Donc vous êtes ce soir en fait chez les spécialistes français de React Native. Donc pensez à bien vous laver les mains en rentrant parce que c'est un peu contagieux. Et sinon, si vous voulez nous aider à combattre le JavaScript de l'intérieur, vous pouvez rejoindre la tribe native de BAM, où on est une petite dizaine de personnes. Et où on travaille sur des applications en Swift et en Kotlin. Et justement, cet automne, en fait, on a commencé un nouveau projet pour un client. Alors, je ne vais pas donner le nom du client parce que c'est confidentiel et ce n'est pas très important pour la suite de ce que je vais dire. Mais tout simplement pour cerner un peu le projet, c'était une application from scratch. On était 2 développeurs et on avait 8 semaines pour sortir un MVP. En tant qu'agence, en fait, on se doit de faire du code qui peut être repris par le client in fine. Il faut du code, on va dire, à l'état de l'art, mais qui soit aussi assez proche des standards du marché. On rend bien un MVP, c'est pas un POC codé n'importe comment, c'est vraiment une application qui est prête à scaler et tester correctement, etc. Et donc comme c'est quelque chose qu'on n'a pas tout le temps l'habitude de faire en tant que développeur Android, je pensais que faire un petit retour d'expérience là-dessus, ce serait intéressant. Et donc on va parler d'architecture, de Gradle, de modularisation, de gestion des dépendances, de tests unitaires et puis un petit peu d'UI. On commence par l'architecture. Alors souvent quand on parse architecture Android depuis quelques années, il y a la clean architecture qui est très à la mode. Alors la clean architecture quand on se demande ce que c'est, souvent ça parle de use case, de contrôleur, on parle de domaine, d'entité, etc. Moi j'ai une définition assez simple. Pour moi la clean architecture c'est vous avez vos règles domaine et vous avez du coup votre domaine qui ne dépend de rien et toutes les autres couches vont dépendre du domaine. Et on va terminer à l'extérieur par les couches UI, les couches data, etc., qui vont donc dépendre de tout le reste. Et donc le plus important en fait dans la clean archi, c'est le sens des flèches. En fait, c'est vraiment d'aller de l'extérieur vers la couche domaine. Et en fait, si vous regardez les guidelines de Google, ils ne parlent pas vraiment d'architecture, de clean architecture. Et d'ailleurs, ça se retrouve sur le schéma. Si vous regardez dans leurs guidelines, ils ont plutôt une architecture en couches comme ça, avec notamment la couche de domaine qui dépend directement de la couche de données. Donc il n'y a pas cette inversion de dépendance qui est faite comme en clean architecture. Et en fait, même quand on discute avec beaucoup de gens qui disent faire de la clean architecture, ils font rarement cette inversion de dépendance entre la couche de données et la couche de domaine, parce que souvent ça facilite vraiment le parcours de code et la lecture, etc. Et ce n'est pas forcément nécessaire avec les outils qu'on a pour isoler le code. Je pense à des mocks, etc. Ce que nous dit Google aussi, c'est que dans les guidelines, il nous faut une séparation des préoccupations. Il faudrait construire l'UI à partir d'un modèle de données. Il faut bien identifier une source de vérité pour les données. Et il nous faut des flux de données unidirectionnels. Alors avant de passer à ça, on va aborder aussi la modularisation. Alors la modularisation, ça c'est le document qu'on a fait avant de coder l'application.
en essayant de définir un peu ce qu'on entendait par module et quels étaient les différents types de modules. Donc on en a trouvé 4. On va avoir des modules de features, des modules de domaine, des modules de données, et puis des modules core. Et en fait, la différence entre ces modules, ça va être la manière dont on les autorise à dépendre entre eux, en fait. Donc les modules de features vont pas pouvoir dépendre entre eux, mais par contre vont dépendre des modules de domaine, etc. Et puis les modules core sont un peu des électrons libres dont on peut dépendre de plusieurs couches. Si on rentre un peu en détail dans l'architecture, on retrouve en fait des entités. On est bien sûr en Jetpack Compose, donc on a des écrans. Et on essaie de les séparer en différentes couches. Enfin, on les étale, ils appartiennent à différentes couches. Et en fait, pour moi, le plus important, en fait, quand on définit une architecture, c'est bien définir le rôle de chaque couche. Donc, on a des écrans qui seront des composables de compose. Le rôle, ça va être vraiment de mapper les states du viewModel. On va avoir le viewModel, le rôle, ça va être de construire ce state à partir des données des use cases. Les use cases, là, ce sera d'implémenter les règles métiers. Les repositories, c'est notre fameuse single source of truth de données dont on avait besoin dans l'architecture. Et ensuite, les couches dans la couche de données, on a nos data sources et la dernière couche, c'est l'API service qui, là, en fait, quand on utilise Retrofit, c'est carrément l'interface Retrofit. Donc c'est ça qui va venir faire l'interface avec le réseau, nous convertir les JSON en classes de données, etc. Cette architecture, en fait, voilà, on se rend compte que on a bien cette stricte séparation des préoccupations. On a une modularisation quand même assez forte pour un petit projet qui est amené à grandir, mais aujourd'hui qui est assez petit en termes de MVP, puisqu'on a 22 modules pour 5 écrans. Et on est assez confiant que c'est une architecture qui va bien fonctionner et qui va permettre de mettre le projet sur les rails pour les années à venir. Ensuite, on va parler de Gradle. Donc Gradle, en fait, la première question qui se pose quand on commence un nouveau projet, une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on garde le Groovy ou est-ce qu'on passe en KTS? KTS, donc c'est la possibilité d'écrire ces scripts Gradle en Kotlin. Et ça existe depuis un peu plus de 2 ans maintenant pour Android. Et ça nous permet notamment de faire de l'autocompression dans Gradle. Et même Google dit que c'était le futur des fichiers de configuration. Donc nous, c'est ce qu'on a appliqué, bien sûr. Et en fait, les petites difficultés qu'on a quand on veut passer à KTS, c'est que déjà, les templates ne sont toujours pas en KTS dans Android Studio, même sur les versions alpha. En fait, il faut faire la migration manuellement. Donc à chaque fois, c'est une petite opération à faire. Et au final, même quand on passe à KTS, on se rend compte que quand on fait une application classique, on va dire, c'est pas forcément très utile d'avoir l'autocomplétion quand il s'agit juste de rajouter des dépendances à un module, etc. C'est assez dispensable. Et on se rend compte que même la plupart des librairies open source, enfin pas la plupart, on se retrouve qu'une bonne partie des librairies open source ne sont pas encore passées à KTS. Donc c'est pas forcément un move à faire absolument. D'ailleurs vous, je ne sais pas si qui est passé à KTS dans la salle. Ouais, donc à peine la moitié. Donc en fait c'est vraiment c'est pas forcément le truc qui va faire gagner le plus de temps, même si c'est un petit plus appréciable. C'est que la syntaxe est un peu plus jolie, etc. Ensuite, on va parler de Convention Plugins. Ça, c'est aussi un truc qui ne vient pas built-in quand on sort les templates en Android Studio. Et en fait, ça permet de partager de la logique de build entre différents modules. Quand on a une architecture assez modulaire, c'est quelque chose qu'on va avoir tendance à faire. Alors, historiquement, en fait, il y avait ces hooks qui permettaient d'appliquer des modifications à tous les modules, éventuellement de filtrer par nom de module, etc. Mais bon, c'est pas hyper flexible. Et un autre souci, c'est que si vous regardez votre module, comme c'est des choses qui sont appliquées de manière globale, on a un peu de mal à savoir ce qui se passe au niveau du module qu'on est en train de regarder, en fait.
Une autre méthode qui existait aussi, c'était de tout simplement factoriser du code dans des fichiers Gradle séparés. Et ça, alors c'est un peu plus clair du coup quand on regarde le fichier, mais par contre, ça ne scale pas très bien parce qu'on a quand même des passes relatifs à gérer. Et en plus, ça ne marche pas très bien avec KTS a priori. Donc c'est pas forcément le plus à jour. Finalement, la bonne méthode aujourd'hui, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les convention plugins. Ça va nous permettre en fait encore une fois, factoriser le code de nos modules Gradle dans des fichiers qu'on va placer dans build.src par exemple. Et on va venir appliquer en fait au fur et à mesure, sur les modules de notre application, on va venir appliquer les plugins dont on a besoin. Donc la définition des convention plugins, quand on les garde en Kotlin Script, en fait, c'est vraiment hyper simple. C'est vraiment comme une définition de module classique. Et simplement, en fait, on peut factoriser le code et finalement, notre module, il se réduit à quelques lignes en fait, de déclarer quels sont les plugins qu'on veut appliquer à notre module. Quels sont les plugins qu'on va appliquer à notre module, quel nom on va donner à notre module, et éventuellement, si on a des dépendances spécifiques qui ne sont pas couvertes par des plugins, les déclarer ici. Et en fait, ça réduit vraiment la taille des fichiers build.gradle des modules. Alors, il y a encore un truc, c'est quelque chose qu'on a choisi de ne pas faire, c'est d'utiliser carrément l'API Gradle plugin. A priori, ça s'appelle des explicit convention plugins, mais vous me corrigerez si ce n'est pas ça. Et là, pour le coup, c'est vraiment codé en Kotlin sans le DSL. Et en fait, ça me paraît un peu moins maintenable que de builder les scripts en KTS. Et le principal avantage, a priori, c'est des problèmes de performance au build. Et sur une petite application, ça ne se ressent pas vraiment. Donc pour des questions de maintenabilité, aujourd'hui, on a choisi de ne pas le faire. Si demain, on a le problème de performance au build, etc., probablement qu'on appliquera cette méthode-là. La gestion des dépendances. Alors, on a fait une petite découverte. C'est une librairie qui s'appelle Refresh Version. Et en fait... alors historiquement, encore une fois, la gestion des dépendances en Android, ça ressemble à cette suite de librairies suivies de leur version, etc. Et ça, le gros problème, c'est que dès qu'on a beaucoup de modules, ça devient compliqué de centraliser les versions, tout simplement. Le petit avantage, par contre, d'utiliser une syntaxe très simple comme ça, c'est qu'Android Studio vous permet de compléter, de mettre en évidence les librairies qui peuvent être mises à jour. Donc c'est assez pratique et souvent, donc les méthodes qui permettent de gérer des dépendances, de centraliser les versions, il y en a beaucoup. Ça passe par créer des fichiers dans build.src ou alors les centraliser dans le root build.gradle ou encore de créer un fichier dependency.gradle ou même de les mettre dans le Gradle property. Il y a plein de méthodes custom pour centraliser les versions de dépendance. Et en fait, à chaque fois, il y a des petits problèmes. C'est que c'est pas, c'est propriétaire et on perd la mise à jour qui est proposée par Android Studio. Alors aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a marqué no built-in mécanisme, c'est qu'aujourd'hui il y en a un qui est proposé par Gradle, mais on va y revenir après. Entre-temps, nous on a choisi d'utiliser la librairie qui s'appelle Refresh Version, qui elle va proposer de centraliser la version de dépendance au niveau, dans un nouveau fichier encore qui s'appelle version.properties, qui a une syntaxe assez simple et et en fait la librairie va nous proposer des tasks assez pratiques pour gérer les dépendances. Et ça commence en fait par la migration vers cette librairie, puisqu'en fait ça commence par la mise à jour des versions. La mise à jour des versions, c'est une commande Gradle qui permet de faire ça. Et en fait, ce que ça vient faire, c'est que ça vient commenter le fichier des définitions des versions avec toutes les nouvelles versions qui sont disponibles pour la librairie. Et ça vous permet d'aller voir les changelogs de chaque librairie, déjà de savoir qu'il y a une version, une librairie qui propose des mises à jour, et éventuellement d'aller voir les changelogs pour savoir si c'est des mises à jour que vous voulez importer ou pas.
Et donc, en fait, c'est le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que ça automatise le process au maximum, mais c'est quand même le développeur qui choisit au final de mettre à jour sa dépendance ou pas, selon ce qu'il a envie d'embarquer dans son application. Et une deuxième force de cette librairie, j'ai trouvé, c'était la commande de migration, où si on reprend notre application de tout à l'heure, donc ça, il faut imaginer des modules avec des déclarations en dur partout, bah, en fait, en une commande, c'est capable de tout migrer, de migrer toutes les déclarations de dépendance, de créer ce fameux version.properties et de le remplacer par des noms symboliques comme ça. Et ça gère aussi les plugins Gradle. Enfin, c'est vraiment hyper pratique et c'est quand ça marche si vous avez un projet avec une architecture relativement classique, le projet il compile tout de suite derrière et c'est vraiment assez bluffant. Autre feature que ça gère, donc j'en ai parlé, ça gère les plugins Gradle. Il y a des implémentations qui sont proposées pour le faire tourner en CI pour faire un pseudo des Pandabot. Et ça gère aussi quelque chose qui s'appelle le version catalog de Gradle, qui est un peu maintenant la nouvelle manière pour Gradle de centraliser les dépendances et qui est, c'est aussi un fichier qui déclare les dépendances, qui déclare les versions, etc. Refresh Version commence à le supporter, donc si on peut vraiment, c'est encore en cours de développement et je crois qu'on ne peut pas encore se passer vraiment du version.properties, mais si ça permet vraiment de gérer le version catalogue de manière aussi magique que ça, ce serait vraiment une killer feature de cette librairie. Et autre truc hyper appréciable, en fait, c'est que la migration elle continue de fonctionner même une fois que vous avez fait la migration initiale. Et ça veut dire que quand vous êtes en train de développer, vous pouvez ajouter votre dépendance là où vous en avez besoin dans le module. Vous pouvez le copier-coller à l'arrache la déclaration de la dépendance que vous trouvez dans le README et vous appliquez la fonction de migration et hop, ça vous met à jour le fichier de gestion des versions. Le module Gradle, le fichier Gradle de votre module, etc. Donc vraiment, ça simplifie tout ce qu'on fait à la main d'habitude, c'est fait automatiquement, c'est vraiment hyper pratique. Petit point sur Gradle en fait. Parce que finalement, moi j'ai trouvé que depuis 3-4 ans, ça avait beaucoup évolué avec cette histoire de, le nouveau langage KTS, la démocratisation des convention plugins, et puis plein de choses dont je ne vais pas parler ici, mais qui finalement changent un peu la syntaxe, changent, toutes les documentations de toutes les librairies ne sont pas forcément à jour par rapport à ça et tout, et donc ça peut être un peu l'occasion de s'y perdre. Si on rajoute à ça une application très modulaire et éventuellement des librairies, des plugins Gradle, etc., qui comme là gèrent les versions, etc., c'est un peu là qu'est la difficulté. En fait, c'est là qu'on peut perdre du temps à essayer de bien imbriquer les choses et de faire fonctionner les choses dans la configuration qu'on a choisi d'utiliser. On va parler maintenant de tests unitaires. Avec la stratégie qu'on a choisi d'utiliser sur ce projet qui vient du DDD en fait. Moi j'ai vu des présentations sur le DDD, ils l'appelaient comme ça la outside-in testing. Alors qu'est-ce que c'est? Alors déjà les symptômes, quand est-ce que vous avez besoin d'utiliser ça? C'est souvent quand vous avez l'impression d'écrire des tests unitaires fragiles. Quand vous écrivez beaucoup de mocks pour faire vos tests, que vous avez le sentiment de vouloir tester des méthodes privées, que vous testez des implémentations et pas forcément des règles, des critères d'acceptation. Encore une fois, que vos tests unitaires sont très différents des critères d'acceptation qui sont écrits par vos PO, ou encore que vous avez l'impression vous posez des questions du style est-ce que je dois tester cette classe qui est passe-plat? Parce que des fois, si vous respectez strictement la clean architecture et que vous implémentez à chaque fois toutes les couches, il arrive que des fois, il n'y ait pas de règle métier, par exemple, donc un use case soit assez simple. Et on se pose la question est-ce que je le teste, est-ce que je ne le teste pas, etc. Souvent, c'est qu'on essaye de tester les classes une par une en fait, au niveau des couches. Et là, en fait, on se retrouve avec toutes les difficultés qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire que pour tester chaque classe, il faut l'isoler, donc on va créer plein de mocks. Et aussi, dès qu'on va faire une modification, on va devoir répercuter la modification sur chacune des couches, sur tous les mocks, etc. Et donc, ce n'est pas forcément la situation idéale.
la stratégie outside-in, en fait, ça propose de tester toutes les couches d'un coup, on va dire. Et ça, on l'a mis en place en utilisant une stack qui est basée sur Mock Web Server notamment. L'avantage de Mock Web Server, en fait, c'est que ça me permet de faire tourner un test, un serveur HTTP au niveau, en même temps que nos tests unitaires. Et ce qui va permettre d'exercer vraiment toute notre couche de la couche réseau, donc du client au HTTP jusqu'au viewModel, on va exercer tout ça. Et là, on voit que le screen est grisé en fait. Donc l'idée, c'est qu'on ne veut pas tester du UI en test unitaire parce qu'on considère que l'UI va faire que du mapping de state qui va être exposé par nos viewModels. Et si on a bien défini nos states et si on a bien implémenté toutes nos règles de rendu, nos règles métiers dans les couches inférieures jusqu'au viewModel, au final, il n'y a pas énormément d'intérêt à tester les écrans. Et ce serait plutôt l'occasion d'utiliser d'autres types de tests, de type tests de screenshot, etc. Mais ce n'est pas forcément le rôle des tests unitaires. Donc l'idée, ce n'est pas de décrire toute la stack qu'on a utilisée pour tester, parce que je pense qu'il faudrait une présentation complète, mais juste de vous donner quelques indices. Donc en gros, on récupère des JSON de tests qui vont nous permettre d'exercer nos tests unitaires. On les inclut dans les ressources des tests unitaires. Et ensuite, on a nos tests qui tournent en quelques lignes. On arrive à se ramener à ce que je vous ai montré sur le schéma. Donc, l'idée, en gros, c'est qu'on on définit dans les conditions, on définit sur quel fichier JSON quel fichier JSON le serveur va renvoyer. On instancie notre viewModel grâce à Coin. Alors, j'en ai pas parlé, mais effectivement, on va utiliser Coin pour l'injection de dépendance, mais ça marchera probablement avec d'autres systèmes aussi. Et ensuite, on a des assertions assez simples. Et l'assertion, elle est sur l'état qui est renvoyé par le viewModel. Et avec ça, on exerce vraiment toute notre couche. Donc voilà, ça c'est juste les 3-4 librairies qu'on a utilisées pour construire cette stack. Mais je ne vais pas rentrer plus dans les détails que ça, encore une fois. Alors, quelque chose qui nous a aussi bien aidé pour écrire la couche réseau, c'est d'utiliser une librairie qui s'appelle OpenAPI Generator. Et ça, en fait, ça résout pas mal le problème qu'on a de communiquer avec les équipes back-end. Donc l'idée, c'est d'écrire un contrat et de générer du code à partir de ça. Donc en fait, OpenAPI Generator, c'est un fork de Swagger, plus ou moins. Et Swagger, je pense que vous connaissez surtout pour Swagger UI, qui est cet outil qui permet de tester souvent les web services. Et en fait, cette interface Swagger UI, en fait, elle est générée à partir d'une spec Swagger ou maintenant OpenAPI. Et en fait, cette spec elle est capable de décrire vraiment complètement votre web service, c'est-à-dire le nom des routes, les verbes HTTP, les paramètres qui font passer, s'ils sont optionnels ou pas, ce que ça renvoie comme objet, vraiment tout, ce que ça renvoie comme objet en sortie, de fortement les typer, donner si les paramètres sont optionnels, vraiment décrire complètement l'API. Et en fait, ça l'a décrit tellement bien qu'on peut générer du code avec. On peut générer le code du serveur et on peut aussi générer le code du client. Donc nous, comme on est côté client, on va générer le code client. Et en fait, on va tout simplement prendre la dernière spec qui est publiée par notre back-end et lui faire générer, d'une part, ce qu'on peut appeler les DTO, c'est-à-dire les classes qui vont servir en retour des web services, quand on fait un get par exemple, et générer aussi donc, les routes. Et globalement, ça va générer toutes les interfaces retrofit si on utilise retrofit dans notre application. Donc hyper pratique en fait, ça permet vraiment d'intégrer les versions initiales de notre backend hyper rapidement parce qu'il n'y a aucune classe à écrire à la main. Et surtout les mises à jour, ça permet vraiment de les intégrer en quelques minutes. Ça marche bien en clean architecture quand vous avez bien isolé votre modèle de données parce que finalement,
toutes vos modifications elles vont se retrouver dans le mapper entre votre couche de données et votre couche de domaine. Et finalement, ça ne va pas casser toute l'application, ça va juste casser le mapper. Vous réparez le mapper, éventuellement, vous pouvez utiliser l'IDE pour faire des renommages dans les classes de domaine, etc. Mais ça se fait vraiment en quelques minutes. Et ouais, si vous êtes intéressé par ça, moi j'ai écrit un article dans l'année là-dessus, sur comment configurer OpenAPI Generator pour votre application. Et ça permet vraiment parce qu'après, un générateur, en fait, il ne faut pas se laisser embarquer par le générateur et puis le maîtriser. Donc, il faut vraiment que ça corresponde à ce que vous souhaitez en termes d'architecture, de modules, etc. Et voilà, donc l'idée, c'est de le configurer correctement. Pour finir, je voulais parler de Compose. Alors, j'avais prévu de vous parler de Compose, de vous expliquer l'architecture qu'on a mis en place, etc. Et au final, finalement, on a fait quelque chose de très classique, même si on avait une application full compose, donc on n'a pas eu tous les problèmes de migration, et finalement, ça s'est bien passé. Notamment, on a pu bien implémenter le DN system de notre client, vraiment hyper facilement, aussi rapidement qu'on a voulu le faire. On a trouvé que ça marchait hyper bien avec le pattern MVI aussi qu'on a utilisé. Et puis bien sûr, on a essuyé les quelques plâtres de Jetpack Compose, et notamment on est tombé sur des bugs sur des WebView, ce qui est un peu dommage d'expliquer aux clients que les WebView ne fonctionnent pas parce que ça ne fonctionne pas bien sur Jetpack Compose. Et on a trouvé que la navigation était encore assez perfectible dans Jetpack Compose. Et voilà, ça termine ma présentation. J'espère que vous avez appris des choses. Et si vous avez des questions, je vous écoute si on a un peu de temps.